Bonjour, je suis Léa Todorov, autrice, scénariste, réalisatrice. Bienvenue sur Cinécran. Quando ho cominciato i miei studi, era impensabile che una donna facesse medicina. Mon désir de réaliser de la fiction, il précédait presque cette rencontre avec le personnage de Maria. C'était quelque chose qui m'habitait depuis longtemps et je ne savais pas exactement justement comment opérer cette transition, et elle a eu lieu vraiment dans la rencontre et la collaboration avec le producteur. Et on s'est retrouvés autour de l'idée de faire un film autour de Maria Montessori. Et ensuite, c'est vraiment dans l'écriture, dans l'accompagnement qui, lui, a fait de mon écriture fictionnelle que s'est passée la transition. Maria Montessori, c'est un personnage que, bizarrement, j'ai eu du mal à aimer, tout en écrivant le film, parce que je l'ai trouvée pétrie de contradictions. C'est une femme qui était aussi très autoritaire, très dure, qui dans sa vie a une trajectoire qui est pas rectiligne et qui n'est pas que magnifique. Oggi sappiamo che anche i piccoli idioti possono imparare. Buongiorno, signora. Maria Montessori. D'un point de vue de française, quand on traite d'un personnage historique italien, je trouvais ça formidable qu'à l'intérieur du film, il y a un personnage qui nous permette de faire ce truchement. Et donc ça, c'était la première raison. Et puis l'autre, c'était l'idée de pouvoir raconter aussi cette histoire de parents d'enfants différents, neuroatypiques, disons, qui n'était évidemment pas la situation de Maria. Donc je trouvais ça très important d'avoir un parent qui soit dans un rapport de rejet avec ce que sinon on allait voir, pour que quelque part à la fois le regard de la société s'incarne et toutes les pulsions aussi obscures qui nous habitent puissent aussi trouver leur expression. C'est pour l'enfant. Vous prenez des enfants comme ça. Maria, est-ce qu'elle n'aurait pas été sinon un petit peu trop sainte au sein du film? Ça a amené aussi de la complexité, de la noirceur. L'incarnation qu'en offrait Jasmine Trinca permettait de complètement dépasser ces questions-là. Elle est juste habitée pour moi par le personnage. J'ai l'impression qu'elle avait convoqué l'esprit de Maria, quelque chose d'un peu magique qui se déroulait sous nos yeux, où on ne se posait plus la question de est-ce que c'était trop empathique, est-ce que c'était hagiographique ou critique. Juste c'était, avec voilà, un Saint-Esprit qui vient de passer sous les yeux. Et donc voilà, je pense que c'était un peu différent de ce point de vue-là pour les deux personnages. Son âge? 9 ans, je crois. C'est votre fille? Non, c'est ma nièce. Il y avait dans le personnage de Lily d'Alangi, qui est le personnage fictif, le risque d'avoir un personnage excessivement désagréable, parce que c'est quand même l'histoire d'une femme qui rejette son enfant à cause de sa différence, de son handicap. Et donc j'ai veillé à choisir une actrice qui est la Leila Bekti, qui soit lumineuse, qu'on ne juge jamais en fait dans ses comportements pourtant en soi entre guillemets moralement répréhensibles. Elle a une corpulence étonnante. Je pense qu'en vrai, les comédiennes rêvent de rôles ambivalents, et donc Leila, elle a été absolument tout de suite enthousiaste de travailler sur ces ambivalences-là et sur ces questions-là. Donc elle n'a pas du tout hésité. Elle a été vraiment une partenaire tout de suite formidable. Mais ensuite, ce qui est intéressant avec Leila, c'est qu'elle est très impliquée sur la pensée, de la dramaturgie du personnage, et elle ne cesse d'être aussi une force de proposition, une vraie partenaire. Qu'est-ce qu'elle mange? Je n'en sais rien. Viens, on marche. Viens. À quel âge a-t-elle marché? Je ne sais pas. Ça fait seulement quelques semaines qu'elle est avec moi. Jasmine, pour le coup, c'est autre chose, parce que c'est une figure nationale en Italie, Maria Montessori. Donc je pense qu'elle était... Je l'ai rencontrée avant de lui faire lire le scénario, donc elle était en attente. Elle sentait qu'on avait un biais, voilà, de vouloir parler d'une période, de ce moment très particulier où Maria Montessori est confrontée à la nécessité, un peu, disons, pour le dire vite, de choisir entre son enfant et sa destinée.
Et c'est quelque chose qui l'a tout de suite touché. Puis je pense que pour chacune d'entre elles, et comme pour moi, hein, il faut faire un chemin vers ce qui nous relie aux personnages et qu'elles ont su chacune faire à leur manière. Est-ce qu'elle parle? Vous pouvez la prendre? Je peux payer, dites-moi juste combien. Dans le film, on parle du moment qui précède un peu l'invention de ce qui s'appelle aujourd'hui la méthode Montessori, mais qui est un moment qui m'a paru très intéressant de raconter, qui est le moment où Maria travaille avec des enfants qu'on appelle alors les enfants déficients, au sein d'un institut un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui médico-social, où on lui a confié des enfants avec différentes sortes de handicap. On ne sait pas exactement ce que ça recouvrait à l'époque, mais on a une idée quoi, de handicap, difficultés physiques, difficultés cognitives. Et il y avait comme projet de former en fait des professeurs à l'enseignement spécialisé, en gros. Et en faisant ce travail-là, Maria, elle se rend compte qu'avec les enfants, elle atteint des résultats incroyables qui sont quasiment équivalents à ceux des enfants dits normaux, des neurotypiques. Et elle a immédiatement comme ça le pressentiment, l'intelligence de se dire et si ces méthodes, qui sont des méthodes dont elle hérite aussi, qui ont une histoire, qu'elle n'invente pas de toutes pièces, mais si ces méthodes, on les transposait aux autres enfants, les résultats seraient sûrement fascinants. C'est un institut pédagogique ici, pas un orphelinat. Dai! Les idiots restent idiots, ils ne guérissent pas. Bravo! Prenez-la alors. Non, non, non. C'est ce qu'elle a l'occasion de faire quelques années plus tard, en 1907, quand elle est chargée de créer une école au sein aujourd'hui on dirait d'un bâtiment HLM, en fait, d'un complexe comme ça de logements sociaux qui accueille des ouvriers assez paupérisés de Rome à l'époque, dans le quartier de San Lorenzo. Et elle crée la Casa dei Bambini. Et elle a effectivement constate tout de suite que c'est des enfants qui sont tout jeunes, c'est des maternelles à l'époque, et qu'en quelques mois, ils sont complètement transformés par ces principes éducatifs. Et il y a toujours l'idée qu'on retrouve dans le film de passer par les sens pour apprendre, donc par le toucher, par la vue, elle travaille aussi l'odorat, l'ouïe. Mais dans la méthode Montessori telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'elle s'est développée à partir de cette époque-là, on est vraiment focalisé sur l'autonomie de l'enfant et une capacité d'apprentissage où l'enfant apprend quelque part tout seul grâce au matériel. Alors que, et elle constate cette différence, Maria elle-même, à l'époque, les enfants neuroatypiques, au contraire, ont besoin d'assistance pour apprendre. Donc ça reste la grande différence. È stato un grande successo, Maria. Ma quanto vale un successo se il prezzo da pagare è questo? Io voglio stare con mio figlio. Lo sai che non è possibile. Perderei la mia reputazione. No, tu sei un uomo, nessuno oserebbe. Le personnage principal masculin, c'est donc le compagnon et amant et père de l'enfant de Maria, et qui est d'ailleurs souvent présenté dans les livres comme son professeur, comme si ça expliquait la nature de leur relation, alors que ce n'était pas son professeur. Donc je trouve ça toujours très intéressant qu'il y ait cette faute, qu'en fait je trouve très révélatrice de la manière dont on préconçoit les choses. Il aurait fallu que ça soit son professeur, mais non, c'était juste son collègue. Il était à peine plus âgé qu'elle, et ce que j'ai cherché à faire dans l'écriture de ce personnage, c'est qu'on comprenne en quoi intellectuellement il était d'accord avec elle, mais qu'il était traversé par voilà, l'inconscient collectif de son pays, de son époque, qui le rattrape et qui fait que malgré lui, il devient quelqu'un de violent avec elle, la forçant à faire voilà, un choix terrible. Mais j'essaye de ne pas le condamner, j'essaye qu'on comprenne que c'est quelque chose qui, quelque part, le dépasse, qui vient de son temps. Adesso devi decidere che cosa vuoi fare con Mario. Con Mario? Sì, il matrimonio è tra una settimana. Se tu vuoi può stare con te, eh? Altrimenti lo riconosco io, però tu non potrai più vederlo. Je trouve que là où ça résonne, c'est que je trouve ça effectivement assez juste, que souvent on a tous des bonnes intentions et qu'on est tous d'accord sur les principes, mais que souvent ça se joue dans le réel et dans le concret, les différences qui persistent encore. Et là, juste tout bêtement, on a des chiffres qui nous montrent que les femmes s'occupent plus de l'éducation des enfants ou du ménage, enfin voilà, de toutes ces choses-là, alors que les hommes sont tous d'accord pour revendiquer aujourd'hui leur envie d'être des hommes à la maison parfaits, égalitaires, etc. Mais voilà, pour l'instant, les chiffres ne sont pas encore à la hauteur. Donc ça montre bien qu'on n'est pas toujours à la hauteur de ses propres principes.
Alors que cet homme était exceptionnel, Giuseppe Montesano, dans sa volonté d'être un féministe. Il était le seul homme d'une revue féministe avec Maria. Enfin, il était engagé intellectuellement à ses côtés, ce qui l'a pas empêché d'être incapable d'être à la hauteur de ses propres ambitions. C'est terrible de se trahir soi-même. È arrivato il momento di essere all'altezza dei discorsi che fai in pubblico, Maria. Una donna moderna sei? Una donna libera? Perché non fai vedere a tutti chi sei veramente? Tu sei una madre nubile, con un figlio di 2 anni. C'était important d'arriver à incarner en quoi ça pouvait être une blessure, alors même que, voilà, comme lui répond aussi son compagnon, ça arrive à plein de femmes et à plein de mères que de vivre ce moment-là, puisqu'on confie aussi les enfants à d'autres et on a bien raison de le faire aussi encore aujourd'hui. On s'est bien pris la tête sur la manière dont on pouvait travailler là. Ouais, la mise en scène sans en faire trop, mais en même temps qu'on puisse être dans son désespoir, de sentir qu'elle passe à côté, alors qu'elle s'occupe en permanence d'enfants, qu'elle passe à côté de l'enfance du sien, ouais. Pour le moment, nous ne prenons pas de nouvel enfant en pension. Par contre, nous pourrions l'accueillir la journée. Mais avant de débuter une prise en charge, nous nous assurons que les enfants vont pouvoir bénéficier de nos méthodes de rééducation. C'est vraiment en travaillant avec les enfants, dans la rencontre avec les enfants, qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait inverser quelque chose. Au lieu de leur demander de danser, on pouvait demander à la musique de s'accorder à leur mouvement. Et c'est ça qu'on voit. On a vraiment travaillé sur comment leur... parce que ce que je trouvais très beau, c'était que c'était une manière de leur donner un pouvoir sur le monde, que d'abord personne n'a, mais eux encore moins, eux qui ont peut-être parfois plus de mal à avoir une action, à porter leur action sur le monde. Et donc on a commencé à travailler comme ça, un peu par hasard, parce j'ai eu la chance de faire la résidence émergence. Et au sein de ça m'a vraiment permis de faire un petit laboratoire qui a été décisif. Et on a commencé à travailler sur la danse et sur le corps de ces enfants en mouvement avec une chorégraphe qui s'appelle Georgia Eve et puis une compositrice qui finalement ne fait pas la musique du film parce qu'on avait besoin que ça soit une pianiste, mais qui s'appelle Deborah Bompard-Goloki et qui a été, et à nous trois, on a un peu inventé cette méthode. Et ensuite, on a travaillé avec un autre compositeur, Rémi Boubal, qui joue la musique dans cette séquence dont vous parlez, en effectivement essayant de garder une musique qui serait d'époque, donc avec des tonalités qui ne sont pas hors sol pour 1900, mais qui garde cette idée qu'une musique va s'adapter au mouvement des enfants plutôt que les enfants à la musique. Et on a eu beaucoup d'enfants qui nous ont totalement bouleversés, en gros, dans ces moments-là. Donc on en a capturé quelque chose pour le film. Et moi, c'était des rushs, je pouvais regarder les 2 heures comme ça. Ah ouais, c'était terrible, c'était déchirant et tout, parce que on trouvait tout, voilà, totalement magnifique. Ouais. Donc il faudra revenir. Si vous souhaitez que nous fassions passer des tests, vous ne m'avez pas dit son nom. Tina. Elle s'appelle Tina, oui. Tina? C'est joli. Bienvenue, Tina. On voyait bien depuis le début ce que Maria allait pouvoir apporter au personnage de Lily. C'était évident qu'il y avait quelque chose voilà, une ouverture vers son enfant et vers ses enfants. Et on a plus longtemps cherché ce que le personnage de Lily pourrait apporter au personnage de Maria. Et c'était important que ça soit pas unilatéral comme relation. Donc ça, on a bien galéré au scénario. On a bien galéré au scénario là-dessus. Dis du jeu. J'ai inventé une méthode. Non. Si, racontez-nous une histoire. Je vais révolutionner l'école. Tu stai un po' esagerando, Maria. Seguite bene il colore, hein? J'ai l'intuition que les méthodes développées à l'Institut n'ont rien de spécifique à l'éducation des idiots. Blue. Je voulais faire un film avec une réalisation inspirée d'un certain classicisme parce que j'avais l'idée, qui peut-être peut paraître un peu théorique, mais que c'était comme une rencontre qui me paraissait opportune entre une forme de cinéma et ces enfants neuroatypiques. Et donc en ça, je pense que le film est fidèle à cette intention de réalisation,
Ensuite, moi, c'est exactement le côté accidenté d'un film. C'est ce que j'ai trouvé aussi absolument merveilleux. C'est-à-dire que j'adore le fait qu'on prépare énormément puis qu'il se passe autre chose forcément. Mais disons que on nous a dit, ou les premiers sentiments, c'était est-ce que c'était documentaire avec les enfants? Et j'avais vraiment me dire, mais alors pas du tout. Ils ont vraiment joué, on les a vraiment préparés. Et ils se sont préparés à être des comédiens. Ils ont incarné quelque chose. Donc, en ça, ça ressemble, oui, parce que c'était très dirigé, bien sûr, en collaboration avec eux, mais ce n'est pas du tout de la captation documentaire. È un'educazione piena d'amore, quella che ci ha permesso oggi di portare qui questi bambini all'esame del corso preparatorio. Je m'appelle Tina. On a fait des résidences, des stages avec les enfants pour préparer le tournage. Déjà, on n'avait absolument pas un sou pour faire le film à ce moment-là, donc c'était vraiment quelque chose. Et c'est un casting qui s'est déroulé, en fait, je pense assez classiquement pour du casting sauvage, c'est-à-dire on est passé par plein d'associations, enfin en lien avec évidemment toujours ce qu'on cherche, mais des associations, des écoles, des centres, des instituts. On les a reçus, on s'est déplacés, on a reçu des vidéos, on les a regardées, on a choisi voilà, les enfants qui nous semblaient, avec qui on pouvait en gros construire une relation, parce que c'était ça qui était au cœur de notre travail. Et ensuite, c'était absolument pas difficile, c'était absolument porteur et génial, et ça nous a donné toute l'énergie pour faire tout le film, pour soulever ce gros paquebot qui était un film d'époque, à mi-chemin entre deux pays. Donc tout ça pouvait paraître très lourd, et finalement c'était vraiment grâce à la rencontre avec les enfants, avec les familles qu'on a été portés pour le faire. Ce qui a été difficile, c'est de travailler avec les très petits enfants italiens. Ah oui. Parce que eux, c'est des enfants entre 6 mois et 2 ans. Alors là, pour diriger, travailler, puis on les connaissait pas, on a débarqué, on les avait rencontrés la veille, choisis à peine. Enfin voilà, ça a été une tannée. On avait des rushs entiers de pleurs d'enfants, on se sentait... On a l'impression qu'on les maltraitait juste à les séparer de leurs parents, parce que c'était des enfants qui avaient vécu le confinement, donc ils ne connaissaient pas les autres adultes. Alors bref, ça c'était totalement traumatisant pour l'équipe, pour Jasmine, qui devait porter un enfant qui hurlait en permanence. Ça c'était compliqué. Alors qu'en vrai, avec nos enfants dits différents, c'était du bonheur. Ça s'est passé à merveille. On était dans la plus grande entente et collaboration. Io non posso continuare a farmi schiacciare dal tuo egoismo e dalla tua ambizione. De vivre une telle expérience avec ses enfants, ses familles, ça a été quelque chose de incroyablement gratifiant, enrichissant pour nous tous. On était assez bouleversés de ça, donc en ça je vais avoir du mal à égaler ça dans un autre film. Ensuite on travaille forcément avec des choses, rendre plus visible le handicap et la différence, c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Donc j'étais forcément portée par un sentiment de nécessité absolue. Donc ça donne de la passion. Questa è la mia croce. Partire in guerra per conquistare I diritti del bambino. J'ai trouvé passionnant d'accompagner des documentaires aussi, ce que je fais encore aussi aujourd'hui en tant que productrice dans une petite structure et qui s'appelle Elinka. Et ça, je continuerai de le faire avec vraiment beaucoup de plaisir. Mais personnellement, je me sentais contrainte et pas forcément à mon endroit dans la réalisation de fiction. Et j'ai trouvé beaucoup de plaisir à être sur un plateau la réalisation documentaire. Et moi, la fiction, pour le coup, m'a donné beaucoup plus de joie. Tout simplement, sur le plateau, je trouvais ça très, très joyeux, le collectif, le faire ensemble, le fabriquer comme ça. C'est quand même un sacré truc, et puis de pouvoir mettre un peu ses tripes et que ça soit retravaillé par une équipe, c'est dingue.